Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Ce soir, on accueille Rand Indy, c'est le CEO de Snips. Snips, c'est une startup qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle et qui a la grande ambition, si on grossit un peu le trait, de faire disparaître la technologie de vos vies. C'est ça. Alors, Rand, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi déjà, de comment tu en es arrivé à monter cette entreprise, et puis ensuite de ton projet et de la vision que tu portes? Ok, ça a l'air simple quand tu le dis comme ça. Ouais, je sais, c'est pas facile. En fait, il y a à peu près 2 ans et demi, avec mes cofondateurs, on s'était posé la question de comment est-ce qu'on pouvait utiliser les techniques de machine learning pour essayer de résoudre des problèmes du quotidien. Concrètement, on ne comprenait pas pourquoi tous les gens qui faisaient du machine learning, ils le faisaient pour faire de la pub ou de la finance. On se disait, forcément, il y a des trucs qu'on peut essayer d'améliorer dans notre quotidien. On s'est intéressé au transport public, on a fait des projets de prédiction d'affluence dans le transport. On a fait des projets où on arrivait à prédire les zones où il y a plus de risques de se faire agresser dans la rue pour qu'on choisisse un autre chemin un peu plus tranquille. On a fait un autre modèle pour prédire les places de parking dans les rues. On a fait plein de petits projets comme ça, les accidents de voiture. Et au bout d'un moment, on s'est un peu posé la question de finalement de quoi ça servait quand on se projetait dans 10-15 ans et qu'il y avait non pas 3-4 objets connectés par personne, mais une quinzaine, ce qui fait une centaine de milliards dans le monde. Concrètement, à quoi ressemble le monde dans 15 ans quand tout est connecté? Et ce qu'on réalise, c'est que la manière dont on se sert de la technologie aujourd'hui, c'est-à-dire avec beaucoup d'interactions manuelles, donc je veux faire quelque chose avec mon téléphone, je dois faire 5-6 tapes, je dois taper sur un clavier, ainsi de suite, ou pire, des interruptions continues avec des notifications sur chaque truc. Donc là, par exemple, j'ai une watch, si mon téléphone sonne, que je suis sur mon ordinateur, j'ai ma watch qui sonne, mon téléphone qui sonne, mon ordinateur qui sonne. Et même quand je réponds, ça continue à sonner sur les autres. Et ce problème d'interaction et d'intelligence contextuelle dans la technologie ne fait que s'empirer avec chaque objet qu'on rajoute. Donc si aujourd'hui, il y a déjà de la frustration par rapport à comment on s'en sert, finalement, en se projetant avec 15 objets chacun et 100 milliards d'objets autour de nous, on voit vite que ça devient un peu une catastrophe. Donc quand on a réalisé ça, on s'est posé la question de finalement, vu qu'on arrivait si bien à modéliser ce qui se passait dans la vie réelle, parce que c'est ce qu'on avait développé comme expertise, pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de donner à tous ces objets connectés la faculté de s'adapter justement à l'environnement de l'utilisateur et ce qu'il cherche à faire. Donc en fait, de leur donner une capacité d'intuition. Et ça, en fait, c'est un domaine d'intelligence artificielle qui s'appelle le context awareness. Je ne sais pas du tout comment dire en français, intelligence contextuelle, context awareness. Et quand on a réussi, on s'est dit finalement on devrait tout arrêter. Donc on a complètement tout arrêté, tout ce qu'on faisait avant, pour se focaliser uniquement sur ce problème-là spécifique qui est de rendre tous les objets avec lesquels on interagit intuitifs et intelligents. Donc voilà, donc ça c'était un peu un grand moment il y a 1 an. Quand on a réalisé ça, on s'est dit, bon, on avait gagné un peu d'argent, donc on a décidé de… Voilà, ça c'est un super exemple. Live. Pourquoi ma montre, elle ne sait pas que je suis en train de parler dans un événement et elle ne désactive pas automatiquement une notification? C'est trivial à faire pourtant. Voilà. Bon, ça c'est un super exemple. Typiquement, le genre de truc que nous on ferait, c'est désactiver une notification quand on détecte que la personne est dans un rendez-vous où c'est pas pertinent de la notifier de quelque chose comme vous avez un nouveau follower sur Twitter, quoi. Et c'est un petit peu ça qu'on parle d'intelligence contextuelle. Donc voilà, donc il y a à peu près 1 an, on avait donc décidé de réinvestir l'argent qu'on avait gagné en faisant justement tous ces autres projets pour commencer à développer la techno qui nous manquait dans ce domaine-là, commencer à faire quelques proof of concept avec pour but à terme de lever de l'argent et d'en faire une vraie start-up. Donc voilà, c'était quand même assez… c'était un moment vraiment, enfin je me souviens très bien, j'étais en train de déjeuner avec mon cofondateur et je l'ai regardé et je lui ai dit mec, je lui ai dit putain, tu réalises quand même que là il y a un vrai problème et qu'on peut peut-être faire un truc. Non mais machin, le consumer c'est vachement compliqué, en plus c'est les OS qui contrôlent les téléphones donc on peut rien faire dessus et tout. C'était véritablement un énorme challenge, mais en rétrospect 1 an après, c'était tellement la bonne décision. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où on regrette ce qu'on a fait, même si la boîte aujourd'hui concrètement on est dans un problème qui est quasiment impossible à résoudre. Parce que vous étiez dans le B2B, c'est ça? À la base, on était en B2B. On allait voir des grosses boîtes, on leur disait salut, nous on sait faire du big data et du machine learning. Vous avez plein de data, vous ne savez absolument pas quoi en faire. Donnez-nous votre data, on va vous prendre un produit et puis on va essayer de trouver un business model ensemble. En pratique, ça marche pour faire des proof of concept. Donc tout le monde voulait faire un projet avec nous. Mais dès qu'il s'agissait de faire un truc un peu sérieux, là on nous disait maintenant vous êtes une start-up, on ne peut pas prendre le risque que Google vous rachète dans 1 an, donc on va bosser avec IBM, on va bosser avec Thales et ainsi de suite. Et ça a été un petit peu la réalité
qui nous a véritablement dégoûté aussi de bosser pour d'autres gens, où on s'est dit, ok, mais on est capable de faire tellement de choses et il n'y a aucun moyen, on va avoir l'opportunité de le mettre à échelle parce qu'il y a des freins politiques, stratégiques, qui sont compréhensibles. Hein. Quand on parle de transport public, si SNCF commence à utiliser notre truc partout en France et que ça plante, il y a un problème, quoi. C'est l'économie du pays entier qui s'arrête. Votre truc, c'était Tranquillien, par exemple? Ça, c'était le tout premier projet qu'on avait fait. Ouais. Donc, c'est vraiment super vieux. Hein. Enfin, vieux, c'est il y a 2 ans, quoi. Ouais. Mais c'est vieux en comparaison, en fait, parce que même la technologie qu'il y a derrière, c'était vraiment, enfin, par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est rien, quoi. Okay. C'était super parce qu'on arrivait à prédire combien de personnes allaient être dans les trains. Et donc, du coup, on donnait aux gens une indication de confort à bord. Mais aujourd'hui, on est vraiment capable de prédire ce qu'un individu va faire. Donc, on peut prédire avec à peu près 90% de précision ce que quelqu'un va faire après son activité actuelle. Je vais juste ajouter un petit truc pour ceux qui ne sont jamais venus aux apéro-talks. Le concept, c'est que vous pouvez à tout moment poser une question. D'ailleurs, je pense que je préfère largement si c'est un dialogue, parce que c'est très déstabilisant de parler un peu tout seul. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de monde, en fait. Donc, c'est quand même vachement… intimiste. S'il y a 500 personnes, c'est facile. De toute façon, on peut parler à personne. Mais, donc là, c'est mieux si… Voilà, c'est pas… Tu peux nous expliquer ton parcours? D'accord. T'as vu que tu avais un LinkedIn assez long. Ouais. Ouais, je suis pas trop mauvais en remplissage de LinkedIn. En fait, donc, je code depuis que je suis assez jeune, depuis l'âge de 10 ans. Principalement parce qu'à l'époque, ma mère, qui adorait un peu tous les gadgets, en gros m'a dit, tiens, il faudrait que tu apprennes à servir un ordinateur. Donc j'ai appris à me servir d'un ordinateur. Initialement pour surtout faire des cracks pour des jeux. C'était assez sympa. Diablo, j'étais imbattable. Et assez rapidement, ça s'est transformé un peu en passion. Et à 14 ans, j'ai monté donc en 1999, pour situer un petit peu quand est-ce que c'était, j'ai monté un site internet avec un pote, on avait monté un réseau social qui, en gros, concrètement, l'objectif c'était de mettre des photos de soirée, de boom dans laquelle on allait et que les gens puissent envoyer des messages. Et c'est super intéressant, ça avait vachement bien marché. À l'époque, on avait eu, je ne sais plus combien, 50 000 users, un truc comme ça, ce qui était beaucoup en 99. Il faut situer qu'il y avait à l'époque 200 millions d'utilisateurs sur Internet. Et ça nous avait pas mal donné en fait une première idée de ce qu'on était capable de faire quand on savait maîtriser les outils. Donc 99, c'était pas encore vraiment de CSS, c'était du PHP 3, c'était vraiment à l'ancienne, quoi. Et on n'a jamais rien fait de ce truc-là parce que pour nous c'était un peu plus un gadget, c'était une façon un peu de s'amuser. Ce qui est dommage d'ailleurs en rétrospect, c'est un peu con. Mais bon, à 14 ans, je pense qu'on n'a pas trop de notion de business encore nécessairement. On se dit pas, c'est super, je vais aller dans la Silicon Valley et tout ça. Donc on a continué un peu notre chemin. J'ai monté une petite agence de dev web en même temps pour gagner un peu d'argent. Donc c'était assez intéressant. J'ai fait plein de projets, des sites de voyage, des trucs de mode et tout. Puis à 18 ans, je suis parti à l'université à Londres. J'ai étudié informatique, évidemment. Pourquoi? Parce que du coup, j'avais pas besoin d'aller à l'école. Donc ça, c'était vraiment super intéressant. Donc concrètement, je me pointais jamais. On me disait, mais pourquoi tu viens pas? Je dis, mais parce que de toute façon, j'apprends rien. De fil en aiguille, j'ai fini par me dire que c'était peut-être une bonne idée de faire un doctorat. Donc j'ai commencé une thèse en bioinformatique, qui en gros, aujourd'hui, on dirait que c'est de la big data appliquée à la biologie. Donc tous les gens qui vous disent, on analyse votre ADN pour prédire si vous allez avoir un cancer plus tard et tout, c'est ce genre de truc-là, quoi. En gros, ça, c'est ni plus ni moins que du machine learning. Donc le fil rouge de cette histoire-là, c'est que concrètement, du machine learning, j'en ai toujours fait. Il m'a fallu vachement longtemps pour réaliser que c'était vraiment ça qui m'intéressait et que ce n'était pas nécessairement le code. Et quand on commence à s'intéresser à ces techniques-là, ce qu'on réalise, c'est que ça s'applique à n'importe quoi. Donc ça s'appliquait à la biologie. Mais après ça, donc, je me suis intéressé à la nutrition. Donc je me suis dit, finalement, est-ce qu'on n'est pas capable d'utiliser donc, toutes ces techniques de machine learning prédictive pour personnaliser la nutrition à grande échelle? C'est la fois où tu as pris du poids. Voilà. Donc pour prouver que ça marchait, j'ai pris 35 kilos que j'ai reperdu, juste pour montrer qu'en gros, on nous racontait n'importe quoi sur comment manger et que concrètement, on n'avait absolument pas besoin de faire d'efforts pour devenir normal. Si on veut des abdos, il faut faire un peu d'efforts, mais si on veut juste être normal, concrètement, chacun a quelques aliments particuliers qui sont toxiques pour eux. Si on arrive à les identifier et les enlever complètement, on n'a rien besoin de changer d'autres et le corps naturellement reprend un métabolisme à peu près normal. Donc c'était ça la théorie, ça a marché. J'ai arrêté de manger du fromage et des tomates et j'ai perdu 35 kilos. Donc c'est quand même assez… c'est dingue. Bon, je vous avais super déçu. Le modèle de machine learning au final, c'était extrêmement simple. Ça ne nécessitait absolument pas un truc hyper complexe. C'était regarder comment on se sent pendant la journée
Et quand on ne se sent pas très bien, regardez ce qu'on a mangé dans les 12 dernières heures et tout de suite, en fait, on voit des patterns qui émergent. En factorant aussi le sommeil quand même, parce que ça c'était important. Quand on est crevé, on se sent mal de toute façon, donc c'est pas nécessairement bien. Donc j'avais monté ça comme startup, ça c'était en 2011. Et je m'étais dit, bon, bah, c'est super, en plus j'ai un super plan marketing maintenant, parce que j'ai fait cette expérience, j'ai tout documenté. Je traquais une 50aine de trucs par jour pendant 4 ans, donc en prenant du poids, en perdant du poids, avec des photos, enfin, donc vraiment c'était un super truc, super rigolo. Ma copine a failli me tuer à l'époque, mes parents étaient inquiets, enfin ils pensaient que j'allais jamais m'arrêter quoi concrètement. Elle a failli te tuer quand tu étais en haut, c'est ça? Non, bizarrement quand j'ai voulu redescendre. Ah bon. Et ce que j'ai réalisé à cette époque-là, en commençant un petit peu à expliquer aux gens, donc en 2011 c'était avant les wearables, c'était avant toute la mode de tous ces trucs-là, en parlant un peu avec des gens, ce qu'ils me disaient c'est non mais de toute façon, moi je ne vais jamais faire confiance à un algo pour me dire quoi bouffer, si je veux faire un régime, je vais à la salle de sport ou bien je fais le régime du camp quoi. Je dis bon bah ouais c'est vrai que ça marche aussi si tu y arrives quoi. En pratique là ce qu'on proposait c'est un peu différent. Donc clairement il n'y avait pas encore ce concept un peu de quantified self généralisé où les gens avaient envie de se prendre en main eux-mêmes, de gérer un peu leur propre santé. Aujourd'hui certainement que ça marcherait mieux. Donc je me suis intéressé à autre chose et c'est là qu'on en est arrivé donc à monter la boîte en 2013 où on s'est dit bon bah la santé c'est pas encore prêt donc on va s'intéresser à l'environnement dans lequel on vit donc les villes. Et on a démarré comme ça. Quoi. Ok. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu du produit en lui-même? Parce qu'il n'est pas encore sorti. Ouais. Vous êtes en version bêta, là, au test. C'est ça. Et vous allez le sortir bientôt, je crois, à la rentrée. Première version du produit. On va sortir. Donc, l'objectif de ce qu'on fait maintenant, donc toujours dans cette logique de qu'est-ce qui se passe si on peut en fait rendre toute la technologie intelligente et intuitive. Donc, on commence par le smartphone. Le smartphone, c'est un téléphone qui, malgré son nom, finalement est extrêmement bête. C'est des interfaces statiques qui datent de 2007, qui n'ont pas changé depuis que l'iPhone est sorti. Donc des pages avec un home screen, des icônes, on tourne comme ça des pages, on essaye de garder en fait une map mentale de où se situe quelle app, dans quel folder. On en a forcément appelé 4, genre social, parce qu'on ne peut pas en mettre 75 dans le truc social. On clique, on ouvre l'app, on tape un truc, on copie un morceau de texte, on ferme l'app, on refait l'exercice pour trouver une autre app, on le paste dedans, maintenant c'est bon, je sais où c'est, j'ouvre Uber. Enfin, en gros, concrètement, l'utilisation du téléphone n'a absolument pas été pensé pour utiliser plusieurs apps dans le cadre d'une action à faire. Donc si je veux aller quelque part, je suis obligé d'ouvrir 3, 4, 5 applications différentes juste pour trouver la meilleure façon d'y aller. Alors il y a des apps qui essaient de le faire mieux pour certains use cases, Citymapper pour le transport, mais concrètement au niveau de l'OS, il n'y a pas d'intelligence. Ce que nous on propose, c'est extrêmement simple, c'est de créer des composants qui viennent s'ajouter dans le système d'exploitation et qui le rendent beaucoup plus intelligent. Donc par exemple, sur iOS, on a fait une extension de clavier qui est capable en fait, de monitorer toutes les adresses à gauche à droite du téléphone, le calendrier, sa monitor location pour avoir l'habitude d'aller, et qui les rend accessibles directement. Donc plutôt que d'aller ouvrir son calendrier, copier une adresse, ouvrir Google Maps, la paster, là on ouvre Google Maps directement, on switch de clavier, on clique et c'est bon. Quoi. Et c'est ça en fait qu'on essaie de réfléchir. On n'essaie pas de se dire on veut faire un nouvel OS from scratch, le truc énorme. On veut se dire c'est quoi ces petits morceaux qu'on peut imbriquer à gauche à droite avec les contraintes du système d'exploitation qui nous permettraient de faire ça. Donc sur iOS, c'est vachement limité. C'est vraiment, vraiment, vraiment limité. Donc on ne peut pas faire grand-chose de si intéressant que ça en comparaison à Android, où là par contre c'est incroyable. Ah là, je peux vous montrer sur mon téléphone. En gros, on a fait un truc trop stylé, où on arrive à lire ce que l'utilisateur… En fait, on voit ce que l'utilisateur voit sur son écran. Donc si je lis un texto, nous on arrive à lire ce que la personne voit. On a fait tourner en fait donc du machine learning pour faire du traitement de texte en temps réel sur ce qui est sur l'écran, pour extraire par exemple des lieux et des adresses. Donc si jamais je suis en train de parler avec un pote sur WhatsApp et qui me dit rejoins-moi dans une demi-heure à tel endroit, je ferme mon téléphone. Une demi-heure plus tard, je prends mon téléphone, j'ouvre Google Maps. Là en fait nous on va dire tiens on a trouvé que ton pote il t'a envoyé une adresse sur Messenger, clique là et ça l'injecte dans l'app. Donc il n'y a rien besoin de faire, c'est vraiment cette espèce de truc passif en arrière-plan du téléphone, donc ça ne change rien à l'utilisation du téléphone, c'est exactement le même, il n'y a rien du tout qui est visible. C'est juste que quand on a besoin de récupérer quelque chose plus tard, ça devient tout de suite en fait accessible. Et c'est vraiment ça quand on dit qu'on essaie de faire disparaître la technologie, notre but à nous finalement, vous enlevez les c'est frictions. que personne ne nous voit. Donc, et d'ailleurs ça se traduit même dans les métriques qu'on regarde. Plutôt que d'essayer de faire comme toutes les apps en maximisant le temps que les gens passent dans notre app, nous c'est le contraire. En fait, ce qu'on veut, c'est que les gens passent le moins de temps possible dans nos apps à nous, parce que l'objectif de ce qu'on fait, c'est de leur faire justement pas perdre du temps pour faire une action sur leur téléphone.
Donc c'est un peu marrant comme ça, c'est contre-intuitif. Moins les gens se servent de nous en termes de temps, mieux c'est quoi en fait. Donc voilà, ça c'est sur quoi on bosse en ce moment. Cool. Et du coup, j'imagine, donc tu viens un peu de parler de tout ça, j'imagine qu'un gros sujet dont on doit beaucoup de parler, c'est la sécurité des données, Ouais. la vie privée. Ouais. Et j'ai vu que vous aviez une approche assez... c'est un sujet qui vous tient à cœur, quoi. Vous avez votre propre approche là-dessus. Ouais. Ça nous paraît impensable que le modèle à l'ancienne du fais-moi confiance, je suis un mec bien, vraiment fais-moi confiance, donne-moi toute ta data, je te promets que je ne vais rien en faire. Ça, en fait, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que même si ceux qui, au début, ont monté la boîte sont peut-être bien intentionnés, on n'est jamais à l'abri d'un autre CEO qui vient les remplacer plus tard, qui lui en a rien à foutre. On n'est jamais à l'abri d'une boîte qui les rachète, qui en a rien à foutre. On n'est jamais à l'abri d'un gouvernement qui pourrait venir en disant « t'as pas le choix, donne-moi accès à la data ». La seule façon, en fait, de garantir qu'il ne peut pas y avoir d'abus, c'est de faire en fait ce qui s'appelle du privacy by design, c'est-à-dire de créer le produit en garantissant dans la conception et dans le design même du produit de la vie privée. Donc dans notre cas à nous, ça a été quoi? Ça a été de faire le pari que tous les algorithmes d'intelligence artificielle tournent directement sur le téléphone pour qu'aucune data ne soit jamais envoyée sur nos serveurs. Donc en pratique, nous, nos serveurs, on a 3 pauvres machines qui font tourner un truc de météo, quoi. Parce qu'en pratique, on n'a jamais besoin de toucher la data, tout est processé sur le téléphone. Ce qui du coup, en fait, a été la raison pour laquelle on a passé autant de temps à faire du développement technique, c'est que faire tourner du machine learning sur un iPhone ou un Android, c'est super dur. Enfin, il n'y a pas de RAM, le CPU il est bof, l'OS il kill quand il veut, donc on ne peut même pas garantir qu'on va finir le calcul. Donc il faut créer énormément de fallback dans tous les sens. Il y a des problèmes de batterie, il y a des problèmes que l'utilisateur peut donner accès à quelques trucs, pas à d'autres. Enfin, c'est juste absolument super compliqué. Mais au moins maintenant, on peut regarder les gens sérieusement dans les yeux en leur disant « Ouais, on a besoin de load location, de vos emails, de votre écran, de vos SMS, de vos calendriers. » Mais en fait, en pratique, on n'y a jamais accès. Ce qui est pour nous vraiment juste le minimum qu'on puisse offrir. Stylé. Ouais. Salut. Salut. J'ai une petite question. Du coup, les données, elles vont être stockées sur le téléphone directement. Ouais. Mais sachant que quand on se connecte en 3G ou en Wi-Fi, il y a un flux sortant mais il y a un flux entrant aussi. Google, tous les constructeurs de téléphones qui ont des bases de données, ils peuvent potentiellement, de manière intrusive, rentrer dans le téléphone et absorber ces données. Bah, ça dépend en fait. Enfin oui, j'ai envie de dire que d'une certaine façon, Apple, ils font ce qu'ils veulent avec le téléphone. S'ils veulent siphonner toute la data que toutes les apps produisent, ils peuvent le faire. Ce que nous, on essaye de faire justement pour éviter ça, c'est qu'on est en train de regarder en ce moment justement des systèmes d'encryption côté client. Donc ce qui fait que la donnée, elle est encryptée un peu comme un password manager, donc avec un mot de passe qui décrypte localement sur le téléphone. Donc elle est stockée, encryptée, et c'est à l'utilisation en fait qu'elle est décryptée, quoi. Donc même si Apple voulait y accéder, ils auraient en théorie accès seulement à un truc encrypté. Mais on n'a pas encore implémenté ça parce que c'est pas encore très clair exactement comment ça marcherait. Mais bon, dans l'idée en tout cas, on essaie de faire ça. Sur le machine learning, on essaie souvent d'avoir justement un retour, la ground truth pour ensuite s'améliorer. Là, vous mettez une contrainte qui est que vous ne récupérez pas forcément beaucoup d'informations. Comment est-ce que vous comptez améliorer? J'ai fait des images de solutions qui viennent à l'esprit, mais comment vous envisagez finalement? Parce que c'est généralement l'action de millions de personnes connectées qui permet de s'améliorer. Exactement. Donc il y a plusieurs façons de faire ça. Déjà, le premier, c'est qu'on peut faire un peu de reinforcement learning dans le téléphone directement. Donc on sait qu'on ne va pas avoir un modèle parfait. Donc on met un modèle de base qui est généré offline avec d'autres datas et sur lesquels viennent s'ajouter de la donnée utilisateur qui, au fur et à mesure du temps, améliore et personnalise le modèle utilisateur. Mais effectivement, l'une des problématiques qu'on a aujourd'hui, et en tant que chercheur qui nous bloque beaucoup, c'est justement ça, on ne va pas avoir de capacité de faire des modèles sur 1 million d'utilisateurs parce qu'on n'aura jamais la donnée. Donc on réfléchit à d'autres mécanismes, comme par exemple en fait, donner aux utilisateurs l'opportunité de justement partager une partie de leur data pour qu'on puisse faire de la recherche. Et en fait, cette data, elle est inclue dans des modèles. Donc, en pratique, on n'aura jamais toute la data de quelqu'un. Donc, c'est par exemple, on va choper un peu de géologue de quelqu'un pendant une journée, puis le lendemain, on prendra peut-être 3 de ses emails. On essaye en fait de trouver des stratégies comme ça qui nous permettraient, avec de l'opt-in, quand même de récupérer de la donnée. Parce que historiquement, en fait, c'est la raison pour laquelle je dis que ça peut marcher, c'est que dans une des apps qu'on avait fait il y a 2 ans, donc l'app de transport, on avait testé un écran où on écrivait en fait un écran en opt-in au moment de l'onboarding où on disait aux gens
Nous, on est une petite start-up, la donnée, c'est ce qui nous permet de créer ce service. Si vous êtes d'accord pour nous laisser accéder à votre géolocalisation dans le background de manière anonyme, ça nous permettrait d'améliorer les modèles. Et on avait eu un taux d'opt-in de 50%, ce qui est énorme. 50%, une personne sur deux avait dit « Ok, je vous aime bien, voilà ma data ». Mais ce n'était pas du tout le même scale de données que là. Enfin, je veux dire, moi, mes emails, jamais je les donne à une startup. Sauf si vraiment, je suis confiant qu'ils ont été backés par des mecs sérieux, que les founders, c'est des mecs que je connais un peu. Enfin, sinon, les emails, il y a la vie de quelqu'un à l'intérieur, il y a les mots de passe, il y a tout, quoi. Ouais, c'est clair, putain. Mais pensez-y la prochaine fois que vous donnez accès à vos mails. Hein. Du coup, là, j'ai vu que vous aviez une vision finalement assez long terme sur le produit. Et vous avez plus envie de développer un super produit que de penser immédiatement au modèle économique, j'ai l'impression. Ouais, bah, en fait, c'est même pas une question de penser au modèle économique, c'est que tant qu'on n'a pas encore un produit dont tout le monde se sert tout le temps, de toute façon, il n'y a pas de modèle économique qu'on peut trouver. C'est-à-dire que toutes les hypothèses de monétisation qu'on pourrait faire aujourd'hui seraient, par définition, invalidées par les itérations successives qu'on va faire avec les utilisateurs. Donc alors oui, alors est-ce que du premier coup, paf, on a fait un produit incroyable et puis ça ne va jamais changer parce que c'est le truc ultime? Franchement, je doute. D'ailleurs, la réalité, c'est que je suis quasiment certain que le premier produit, ça ne fera absolument pas du tout ce qu'on espérait que ça fasse. Mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Et puis, tant qu'on a une logique un petit peu comme ça d'improvement continu, il n'y a pas de raison. Alors, il y a un truc qui m'intéresse là-dessus, c'est que vous avez levé des fonds récemment. Et vous avez commencé par essayer de lever des fonds auprès d'investisseurs français. Puis finalement, le tour de table ne vous a pas plu et vous êtes allé voir du côté des États-Unis. Ouais, en gros, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi? Est-ce qu'il y a une différence culturelle? Ouais. Alors déjà, juste, vraiment, je conseille absolument à personne de faire ce qu'on a fait parce que aujourd'hui, c'est marrant, c'est rigolo et tout, mais en pratique, on a quand même pris énormément de risques. On avait véritablement timé en fait notre réseau de façon à ce que février-mars, qu'on ait les fonds à la banque et donc bon, on avait un peu fait en fonction. Sauf qu'en fait, en février-mars, au moment où on devait avoir les fonds à la banque, c'est là où on a décidé de complètement casser le premier deal qu'on avait fait. 2 jours avant la signature, on devait justement faire le closing, recevoir l'argent. Donc on s'est retrouvé à devoir relever des fonds avec concrètement plus d'argent. Donc ça, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est vraiment pas une bonne idée, quoi. Donc bon. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il s'est passé plusieurs trucs. Le premier truc, c'est qu'en France, on a eu la chance d'avoir un peu de presse. Donc il y a eu beaucoup de gens qui venaient vers nous en nous disant nous on a un fonds d'investissement, montrez-nous ce que vous faites, on adore la data science, on adore le machine learning, ça peut nous intéresser. Donc du coup ça a été un petit peu plus, on a plus réagi à ça que nécessairement chercher à rencontrer tous les investisseurs français. Ce que ça nous a permis de faire, c'est déjà de comprendre exactement comment est-ce qu'on devait pitcher la boîte. Donc c'est absolument terrible à dire, mais en fait en réalité on a A/B testé notre pitch. Vous avez fait genre plein de decks? On a juste pas du tout pitché la même chose à 2 personnes. Voilà. Donc les 25 premières personnes qui nous ont vus, ils ont entendu pas du tout la même chose. Et c'est marrant parce que quand ils se parlaient entre eux, en gros leur réaction c'était ok, mais qu'est-ce qu'ils font en fait, quoi. Et ça c'était assez marrant. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc, vu qu'on n'avait jamais levé de fonds avant, je suis allé sur internet, j'ai commencé à regarder les blogs, les machins, how to raise money from VC. Il faut faire des decks comme ça, super simples, one line, visuel. Je dis ok, je fais des trucs machin, visuels, c'était super joli. Franchement, honnêtement, ça collait parfaitement avec exactement, tu vois, si tu avais une checklist de comment faire un deck, ça collait. Donc je commence à présenter ça et les gens ils font, je dis comment ça, putain, comment vous voyez pas le putain de truc intéressant, quoi. Et en fait, donc à force comme ça d'avoir du feedback et des réactions, ce que je réalisais, c'est que 100% des questions qu'on nous posait étaient comment tu vas avoir les distributions sur ton produit, comment est-ce que tu vas faire pour gérer le fait que les OS ils peuvent te bloquer, comment est-ce que tu vas, c'est quoi ta stratégie d'acquisition client, combien est-ce que ça va te coûter d'acquérir tes clients. Et moi j'ai envie de dire, mais j'en sais rien, le produit n'existe même pas encore, quoi. On a quelques mock-ups et quelques protos, mais concrètement nous on est une boîte tech. La valeur ajoutée qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est une équipe de tarés et qu'on a plus de technologie que n'importe qui dans une start-up dans notre domaine. Enfin, ça vaut quelque chose, quoi. Genre, on est en train d'essayer de se battre contre Google, Apple, Yahoo, qui sont tous sur le secteur. Bon, ça devrait suffire, en gros, concrètement, pour mettre le pied à l'étrier. Non, machin, mais non. Là, le produit. Et moi, je me disais, mais ils ne comprennent pas que le produit, on s'en fout à ce stade, quoi. Que c'est pas ça le truc. C'est que le produit, on va trouver un produit qui va marcher. Ce qui compte, en fait, en gros, c'est qu'on est capable de faire ce genre de produit.
Si on n'avait pas créé toute cette propriété intellectuelle, on n'aurait même pas pu réfléchir à la catégorie. Ça n'aurait pas été accessible en fait. Donc pendant les vacances après, je me suis dit, bon allez, franchement, je les emmerde. Moi, je vais faire un deck tel que j'aimerais qu'on me le présente. Donc j'ai fait l'inverse total de ce qu'on disait sur Internet. Donc j'ai fait un deck très simple. À gauche, il y avait du texte, donc c'était rédigé avec tout ce qu'il y avait besoin de savoir par rapport au graphique qu'il y avait à droite. Donc chaque page, c'était un visuel, un texte qui explique le visuel. Il y avait 0 autre interprétation possible que ce qu'il y avait marqué. Mais du coup, c'était dense, hein. C'était 25 pages du texte, c'était technique, des diagrammes techniques, des machins, des product shots, des trucs. Premier feedback, donc un fonds en Angleterre en l'occurrence avec qui on était en train de discuter. Donc je leur envoie le nouveau deck, je leur dis ouais, j'ai fait un truc un peu plus poussé pour vous. Premier feedback, c'est on adore, c'est super pro, et on a marre des startups qui font des decks de merde, on essaie de déchiffrer le truc, on ne comprend pas. Je dis intéressant. La semaine d'après, première term sheet. Ok, donc il y a un pattern quoi. Et donc en gros concrètement, j'ai commencé littéralement à pitcher la boîte exactement de la même façon que je pitchais la boîte pour recruter un mec aux investisseurs. Donc en fait, la théorie c'était on va leur vendre du rêve quoi. Parce que finalement, c'est vraiment, enfin, s'ils ne sont pas excités parce que nous excite, je ne vois absolument pas comment ils vont pouvoir backer un produit qui n'existe pas. Et on cherchait à lever quand même plus de 5 millions d'euros, hein, donc c'était pas non plus, je précise. Hein. Donc seed round de 5 millions d'euros. Donc voilà, ça jouait aussi pas mal sur le fait qu'ils étaient un peu frileux. Quoi. Donc on a fait un premier tour de table, il y avait des Anglais, il y avait des Français. Donc tout allait bien, on allait closer, le deal était à peu près acceptable. Bon, tout allait bien. Et puis en fait, au fur et à mesure qu'on négociait un peu les termes particuliers du contrat, ça commençait un peu à avoir de la friction. Ah non, mais le bad liver, truc muche, le mec il fait non mais attends, tu lèves 5 millions, c'est que basé sur l'équipe, on veut que le vesting soit sur 7 ans avec 50 cliffs pour les founders. Alors bon, je dis à la limite, c'est vrai que j'ai absolument pas du tout envie de quitter ma boîte, je dis est-ce que c'est possible, je dis putain 7 ans quand même, c'est long et tout. Enfin je me dis dans 7 ans j'ai 37 ans. Enfin, tu vois, donc je remets le truc en perspective et je commence à me dire, ok, en fait, peut-être qu'ils ont juste trop peur et que le deal est trop gros pour eux. Si là, ils ne sont pas prêts à prendre des risques à ce stade-là, ça risque de poser problème sur un board. On leur a littéralement dit, bon, écoutez, franchement, honnêtement, on ne peut pas commencer une relation à long terme comme ça. Mieux vaut en gros s'arrêter là, on reste copains et puis juste, on ne fera pas du business ensemble, quoi. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est plus que de l'argent, c'est aussi des… Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment des gens qui vont nous suivre, qui vont être capables, en fait, vraiment de nous aider au jour le jour. Donc, on shut down le deal. Alors, évidemment, mais t'es fou, machin, mais t'es con, t'as plus d'argent, tu vas retourner, comment tu vas expliquer ça aux autres et tout. Je dis, ouais, mais bon, c'est ça où dans un an, de toute façon, ça se passera mal, on fermera la boîte, quoi. Je vais aux États-Unis, donc, genre la semaine d'après, quoi. Je vais aux États-Unis et là, je me dis, bon, ok, je vais vraiment maintenant leur présenter la big picture de ce qu'on fait. Et là, ça a été automatique. Donc, on allait rencontrer un fonds qui était spécialisé dans la data. J'arrive, je leur montre la tech. Déjà, le mec, il fait « Ok, c'est bon, vous êtes des mecs sérieux ». Déjà, c'était un énorme point. Et puis, je commence à expliquer le produit. Ils avaient déjà réfléchi à la catégorie de produit. Ils voyaient bien qu'il y avait une opportunité énorme dans tous ces trucs de context awareness, un peu d'assistant intelligent et tout. Donc, concrètement, eux, ce qu'ils avaient là devant eux, c'était une boîte qui avait qui avait pour la première fois toutes les ressources potentiel pour exécuter un projet comme ça. Donc du coup, ils nous ont proposé une term sheet qui était beaucoup mieux que le lead qu'on avait avant, qui du coup nous a permis, dans le mois qui a suivi, de closer d'autres investisseurs. Donc on a fini, au lieu d'avoir 2 investisseurs anglais et un français, on a fini avec 3 fonds américains, Xavier Niel en France et un milliardaire anglais, quoi. Cool. Donc juste le tour magique, quoi. Un fonds spécialisé dans le mobile à New York, un fonds spécialisé dans la data à San Francisco, un fonds qui est panaméricain, un milliardaire anglais, un milliardaire français. C'était juste aussi, enfin c'était vraiment aussi bien. Et tout ça en restant une boîte française. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de bouger la boîte là-bas. En fait, on a réussi à les convaincre que concrètement d'investir en France, c'était une bonne idée, quoi. Et voilà. Donc ça, peut-être le truc dont je suis le plus fier dans cette levée de fonds, c'est le fait d'avoir réussi à faire venir autant d'argent en France en seed. C'est cool. Voilà. Donc ça, c'est possible. Ok. Pardon, hein, je donne un peu les trucs bruts, mais c'est juste… Du coup, vous avez closé en combien de temps avec… Donc ça nous a mis 6 mois pour closer avec les premiers, entre le moment où on avait commencé à fundraiser et le moment où on allait closer, et ça nous a mis
sais pas, 3 semaines à avoir les term sheets pour la deuxième fois et 1 mois après de trucs un peu légaux pour le legal et tout. En fait, ça va super vite. C'est-à-dire que indirectement, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait 2 levées de fonds. Donc concrètement, là, c'était notre deuxième et on avait appris quelques trucs dans la première. Donc c'était beaucoup plus rapide, le message était beaucoup plus clair, on a arrêté de perdre du temps. Donc les fonds, on targetait que des fonds qui avaient dans leur portfolio des boîtes dans notre domaine. Donc on savait que le partenaire, on allait arriver, qu'on parlait le même langage, que si on avait un peu de jargon technique et qu'on expliquait pourquoi est-ce que notre technologie était incroyable, il se levait pas le sourcil en mode « je comprends pas ». Et ça a énormément aidé. C'est des trucs, personne nous l'a dit, quoi. Personne nous l'avait dit. Parce que vous, votre but à long terme, c'est pas de vous faire acquérir, on est d'accord? Non. Voilà. Toi, finalement, si tu faisais pas ça, tu sais pas trop ce que tu ferais. Ouais, je pense en plus que... ouais. Non, mais genre, ça a l'air d'être le projet de... Non, mais c'est un peu... tu vois, je fais ça depuis que je suis petit. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, je ne sais pas faire autre chose. Genre, ce que je sais faire, c'est du machine learning et du code. Donc, si demain, tu me dis, tu remontes une nouvelle boîte, je vais remonter la même chose, quoi. Ouais, sur une autre... Oui, parce qu'on n'a pas eu une opportunité business. On ne s'est pas dit, ah tiens, là, il y a peut-être une opportunité de faire un truc à la con en vendant des machins un peu mieux avec de la marge de plus. Là, c'était vraiment, on s'est dit, ok, on sait faire ça. Donc, on a des skills et on sait qu'avec ça, on peut résoudre cet énorme méga problème à horizon 10 ans. On va faire ça, quoi. Donc, au minimum, on va passer 10 ans à faire ça. C'est quoi, à ton avis, vos grosses étapes là, qui vont arriver, à part la sortie de la première version du produit? Déjà, c'est arriver à trouver un produit que les gens vont utiliser. Ouais. C'est pas forcément corrélé avec la sortie d'un produit. Hein. En fait, ce que personne n'a réalisé, c'est qu'on a déjà fait à peu près 4 produits différents avant de décider que c'est celui-là qu'on voulait sortir en premier. C'est très, très, très compliqué. En fait, c'est pas comme si on disait je veux faire une app de messaging. On sait ce qu'est censé faire une app de messaging. Là, on ne sait même pas ce que c'est que la catégorie de produit. C'est-à-dire que le plus proche qu'on peut avoir, c'est genre les Google Now & Co, mais ça ne marche pas très bien non plus. Donc c'est très difficile en fait de se projeter. La seule façon de développer ça, c'est d'essayer, en fait d'itérer, d'essayer. Et puis on regarde, on est data-driven, il y a un moment, il y a des métriques, on voit qu'il y a des gens qui s'en servent, on parle à ces gens-là, pourquoi vous en servez, comment vous en servez, et on itère en fait comme ça. Et au fur et à mesure, on arrivera à trouver un truc qui va marcher. Donc première étape, c'est vraiment ça. Deuxième étape, c'est que concrètement, passer de 10 personnes à 40 personnes en 1 an, c'est quand même vachement difficile. Et là, je vois déjà, on est déjà doublé en taille, on est une vingtaine. Et franchement, je découvre des trucs nécessaires qui n'étaient pas du tout nécessaires avant. Genre, un product manager, vraiment pas nécessaire quand on est 4 à bosser sur un produit, quoi. Là, ça devient absolument impératif. Des merge requests sur GitHub plutôt que de juste pusher sur le master directement. Mais impossible de faire ça quand on est 15 à bosser sur un produit, quoi. Non, mais ça paraît con, mais en fait, on peut pas comprendre ça tant qu'on n'a pas eu le problème. Donc là, on a eu un peu un crash course de ça en 2 mois, là, où en fait, on a un peu dû apprendre sur le tas des choses qu'on n'avait jamais eu l'occasion de faire avant à ce scale-là. Donc ça, je pense, c'est un gros un peu un gros challenge et milestone, c'est arriver à scaler l'équipe. Et puis il y a ton job à toi aussi qui doit évoluer avec la taille de la boîte. Voilà, donc ça c'est mon job à moi. Je commence enfin à l'internaliser, mais ça m'a vraiment fait beaucoup de mal. Je sais que en fait, je vais plus pouvoir mettre les mains dans le code de prod et je vais devoir en fait me détacher de plus en plus concrètement de la tech. Non pas parce que j'ai pas envie d'en faire, mais parce que en fait mon équipe attend de moi que je me pose d'autres questions que comment est-ce qu'on implémente ce module, quoi. C'est juste, en fait, il faut que quelqu'un prenne ce rôle. Et ou bien on prend un CEO externe et moi je continue à faire un peu de la tech et tout machin, ou bien sinon juste j'assume que voilà, le rôle il évolue avec la boîte et que la data science, maintenant pour moi c'est exploratoire. Donc je m'amuse à faire des modèles avec un peu de deep learning en ce moment parce que ça m'intéresse et je fais ça dans mon week-end. Mais au jour le jour, mon rôle n'est plus ça, quoi. Mon rôle n'est plus de faire des modèles aujourd'hui. Et ça a été très dur en fait à accepter, quoi. Très très dur. Et quand vous avez développé l'équipe, c'était compliqué ou pas de développer l'équipe? Quand vous avez pris conscience, entre le moment où vous avez pris conscience qu'il fallait grossir et le moment où il fallait trouver les bonnes personnes? Pas vraiment parce que on avait toujours eu énormément de deal flow. Donc on avait beaucoup de gens qui voulaient travailler avec nous. Donc concrètement, c'est juste qu'on a un petit peu mieux. En fait, on a eu le problème inverse. C'est qu'on avait tellement de gens qui envoyaient leur application qu'en fait, on était submergé de candidats. Donc, on a dû mettre en place, pareil, un process de recrutement qui est super customisé pour notre boîte à nous, dont l'objectif, en fait, c'est de filtrer le plus vite possible ceux qui ne sont pas vraiment motivés par le domaine dans lequel on est
et qui n'ont pas vraiment des skills qu'ils pourraient apporter au projet, quoi. Et donc l'idée c'est ça, c'est le moins de temps possible en début du funnel et le plus de temps possible à vraiment apprendre à connaître quelqu'un avant de l'embaucher. Donc en gros, il n'y a même plus de CV maintenant. Il y a une application form sur le site où on pose des questions comme raconte-nous un truc que tu as hacké dans ta vie. Donc education et expérience, c'est bullet points. Si on veut en savoir plus, on pose la question. Puis après ça, on envoie un challenge. Donc si c'est un data science qui dit je veux faire la data science, bon bah voilà de la data. De la vraie data qui est collectée par nos téléphones à nous. Donc c'est des vrais trucs sur lesquels on travaille. Bah fais un truc avec quoi. Puis après ça, il y a une interview on-site. Et après, on invite les gens pendant 2 jours à bosser avec nous. Donc l'objectif, c'est que les gens qu'on invite 2 jours à bosser avec nous, on essaye de faire en sorte qu'on ait déjà envie de les prendre. Parce que sinon, c'est énormément d'efforts de l'équipe. Mais c'est comme ça qu'on dit quand on dit qu'on veut vraiment être sûr que chaque personne qui rejoint l'équipe, c'est quelqu'un qu'on connaît vraiment très très bien. Les 20 personnes que tu as invitées à l'entreprise, c'est purement R&D ou c'est... Non, c'est un mélange. Donc on a beaucoup d'inflow naturel. En fait, en plus de ça, on a ce que nous on appelle en interne une wishlist. Donc la wishlist, c'est j'ai lu un paper ou un blog post intéressant d'un mec qui a fait un truc cool dans un truc qui nous intéresse. Je rajoute son nom avec la wishlist avec 2-3 références à ce qu'il a fait. Et en gros, dans l'équipe, les gens ils regardent un peu la wishlist et ils disent tiens, je pense que ce mec-là, je peux le contacter parce que du coup, je peux lui parler de ça, ça peut peut-être l'intéresser. Et en fait, on continue comme ça, on essaie de créer des liens avec les gens dans notre domaine. On passe aussi par des cabinets de recrutement, mais c'est plus, je dirais, au cas où on reçoit quelqu'un d'exceptionnel. Donc on a recruté une personne d'un cabinet de recrutement, donc comme quoi ça marche aussi, et ce n'est pas quelqu'un qui aurait appelé chez nous autrement. Donc en fait, il y a des profils qui naturellement ne seraient pas orientés vers des startups. Par exemple, beaucoup de profils qui sont beaucoup plus vraiment software engineering, SS2I, qui ne sont pas trop dans l'écosystème, ils ne vont pas forcément savoir un peu comment marchent les trucs, quoi. Donc il y a un intérêt, ça coûte extrêmement cher, vraiment extrêmement cher. Mais bon, en comparaison, voilà quoi. Nous, on a recruté un mec comme ça, il a fait venir 2 gars de son équipe avec qui il était. Bon, en fait, on a rentabilisé assez rapidement, quoi. Ouais. Et justement, tu dis que ça coûte cher, parce que avec la levée de fonds que tu as fait, tu penses pouvoir tenir combien de temps Nous, on a prévu 18 mois. Je pense qu'on va essayer de tenir 24. Pourquoi Juste parce qu'on a envie d'avoir suffisamment de bons résultats bien solides pour relever. L'objectif, c'est pas de relever 2-3 millions. L'objectif, c'est essayer de lever 10-15 millions. Et pour ça, il n'y a plus d'intérêt à avoir des trucs à montrer, quoi. C'est vendre du rêve, ça suffit plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Soyez pas timide. Oui, derrière. Moi j'ai une question d'un Argentin qui s'était rencontré sur Twitter. D'un Argentin? Ouais, Martin Palazzo. D'accord. Tu avais écrit, il a pas réussi à te rencontrer, donc je vous ai Pourquoi? Je sais pas, D'accord. il était là genre 2 jours. Et Ah oui, d'accord, ok. Et du coup, sa question, c'est comment est-ce que tu vois l'application du machine learning et de l'intelligence artificielle dans les énergies du futur? Je ne sais pas particulièrement pour les énergies, pour être honnête avec toi. D'une manière générale, tout ce qui touche aux smart cities, ce qui était notre domaine de prédilection à la base, ça fait un peu partie aussi de ce qu'on a réalisé, c'est que si tout est connecté, donc ton compteur est connecté, ta voiture est connectée, les centrales sont connectées, les éoliennes sont connectées, et que tous ces objets connectés ont une intelligence, finalement, elles arrivent à s'auto-organiser pour maximiser et optimiser la production et l'utilisation d'énergie. Donc le problème d'énergie, il est de facto il est résolu de facto quand tu mets de l'intelligence artificielle dans tous les objets. Et de la même façon que le problème du transport est résolu comme ça, le problème du parking est résolu comme ça, le problème de la sécurité routière, du crime, tout ça en fait finalement, c'est des bénéfices collatéraux naturels du fait d'avoir mis de l'intelligence artificielle partout. Et quand je dis intelligence artificielle, c'est important vraiment de garder aussi en tête qu'il ne faut pas créer des objets indépendants les uns des autres. C'est des intelligences artificielles dans chaque objet, mais qui synchronisent et qui communiquent entre eux aussi. Donc en fait, l'idée, c'est que tu as 100 milliards d'intelligences en arrière-plan qui s'occupent un peu du monde, quoi. Et toi, tu peux juste faire un peu ce qui t'intéresse. C'est un peu ça l'idée. Tu as une question? Ouais. C'est quoi pour toi tes nouveaux rôles en tant que CEO? Après, je pense que, honnêtement, encore une fois, je ne sais pas du tout comment comparer à d'autres CEO potentiels. Je pense que chacun est différent. Je passe beaucoup de temps sur le produit. Donc vraiment, tu vas me poser des questions de est-ce que ce qu'on est en train de faire maintenant, ça nous rapproche de notre vision à long terme? Est-ce que concrètement, ce qu'on est en train de faire, ce n'est qu'une première étape ou est-ce qu'on est en train de complètement diverger vers un truc qui ne va pas du tout ressembler à ce qu'on veut dans un an? Beaucoup d'humains. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand il y a 20 personnes dans une équipe,
il y a toujours quelqu'un qui ne va pas bien, quoi. Et non, mais c'est bête, hein, mais c'est vachement important parce que si on n'est pas attentif un peu au mood de l'équipe, à ce que les gens sont bien, qu'est-ce qu'ils veulent, assez rapidement, ça peut se détériorer. Du coup, tu fais des one-on-one, des trucs comme ça? Des one-on-one, donc on a instauré un système où tout le monde fait des one-on-one avec tout le monde, donc cool. c'est pire, c'est Ouais. du pair, quoi, c'est pairé. En fait, on n'a pas vraiment de système de hiérarchie, c'est-à-dire que genre je me fais envoyer chier par mes stagiaires, quoi. En gros, l'idée c'est j'ai juste un rôle comme un autre dans l'équipe qui certes a peut-être plus d'impact sur la direction qu'on prend, mais concrètement il n'y a pas d'autorité du fait que je suis CEO. Donc il y a un truc qui est clair là-dedans, c'est que je passe aussi beaucoup de mon temps à véritablement faire comprendre à tout le monde pourquoi est-ce qu'on va dans cette direction. Donc c'est hyper important que tout le monde sache exactement la raison pour laquelle on fait ça. Parce que s'il y a un truc qui est flou, ça va être très difficile vraiment de se lever le matin en se disant je sais à quoi sert mon boulot, quoi. Ok, là on fait du NLP en ce moment, si je ne sais pas pourquoi on fait du NLP, pourquoi on met autant d'accent dessus, je ne vais pas forcément mettre l'effort qu'il faut. Donc il y a beaucoup de ça. Après il y a beaucoup, la réalité c'est que le fundraising, ça devient aussi un truc important. Donc il y a déjà entamé des relations avec des fonds intéressants pour après, déjà dès maintenant. Passer du temps avec eux, passer du temps aux États-Unis, développer un petit peu notre visibilité là-bas. Et puis à partir de janvier-février, se remettre à lever de l'argent. On ne va pas attendre la fin de l'année cette fois-ci, quoi. Donc l'idée c'est d'ici l'été prochain qu'on ait relevé de l'argent. Alors, sans violer le secret industriel, en fait, je suis curieux de savoir. Je pourrais te le donner, t'inquiète pas. Comme type d'algo, Alors il y a beaucoup de choses. Alors il y a beaucoup de choses différentes. La particularité de ce qu'on fait, c'est qu'il y a plein de modèles qui s'imbriquent pour que ça marche. Donc, par exemple, pour tout ce qui est géolocalisation, si on veut dire je vais être capable de prédire là où quelqu'un veut aller, ce qui est utile par exemple si dans le keyboard on veut prédire la prochaine adresse pour pas qu'on ait besoin de fouiller machin. Mais ça en fait c'est vachement dur. Donc il y a un premier problème qui est le problème de analyser la géoloc en elle-même. Donc la géolocalisation en téléphone c'est super imprécis. C'est à peu près triangulé, c'est pas vraiment ce que veut dire le rayon de précision. Donc il y a tout un tas d'algos déjà pour traiter en fait cette séquence de géoloc. Donc il y a beaucoup de traitements de signal. Ensuite, il y a beaucoup d'algos pour être capable, par exemple, de détecter quand quelqu'un est quelque part de quand il est en transit. Et sachant que je peux être quelque part en train de marcher, c'est à différencier de quand je marche d'un endroit à l'autre. C'est pas pareil. Donc il y a plein d'algos aussi là, il y a des classifiers qui tournent, qui sont capables de dire, là, le mec, il est arrêté, il est dans un stop, là, il est en train de bouger dans un autre stop. Ensuite, par-dessus ça, maintenant que je sais que la personne est à tel endroit, il faut être capable de déterminer c'est quoi cet endroit. Pourquoi? Parce que c'est jamais une certitude, il n'y a jamais de précision énorme. Donc le résultat, c'est j'ai peut-être 300 mètres de rayon d'incertitude où il y a 25 endroits possibles. Comment est-ce que je sais dans lequel de ces 25 endroits la personne est? Donc là, il y a encore d'autres modèles qui rentrent en jeu. Il y a des modèles pour détecter le mode de transport. Est-ce que je suis en vélo? Est-ce que je suis pas en vélo? Et ça, en fait, c'est que la géoloc. Et puis après, par-dessus tout ça, ça nous a permis de recréer la timeline. Il y a un autre modèle qui va faire des prédictions de là où on va aller après. Donc rien qu'un modèle comme ça, il y a déjà une quinzaine de modèles impliqués. Le NLP, ça c'est pareil. Donc le NLP c'est génial, on regarde un peu les papers, ils ont tous des dictionnaires comme ça. Sur un téléphone ça ne marche pas. On ne peut pas dire à un mec télécharge un binary qui fait 200 mégas, quoi. Donc du coup on a dû développer nos propres technos de NLP, on va peut-être open sourcer ça d'ailleurs. Typiquement en fait pour parser les adresses. Donc les parseurs d'adresses open source ils ne marchent pas du tout bien sur les téléphones, même celui d'Apple. Donc on a développé un propre système qui est, je ne peux pas vraiment expliquer, je peux juste dire que c'est basé sur des modèles graphiques qui du coup est 3 fois plus pertinent que les trucs de base, quoi. Voilà. Et ça n'implique pas le reste qu'on est en train de faire maintenant avec la reconnaissance d'identité, enfin bref, c'est compliqué. Et en fait, est-ce que vous considérez votre produit comme une vraie intelligence artificielle Définir intelligence artificielle. Voilà. Intelligence artificielle, initialement, ce que ça veut dire, c'est un comportement autonome dans un agent artificiel. Donc en gros, un robot qui ne rentre pas dans le mur parce qu'il a une règle qui dit ne rentre pas quand tu vois un mur, c'est une règle écrite à la main, c'est l'intelligence artificielle parce que c'est un comportement autonome et il peut éviter le mur. Après, il peut y avoir du machine learning, c'est un comportement qu'on peut faire apprendre à la machine. L'intelligence artificielle en mode un peu deep mind, intelligence générale, c'est pas du tout le genre de truc que nous on fait. C'est pas pour l'instant en tout cas ce qui nous intéresse pour le problème qu'on résout. Donc la manière dont définir l'intelligence artificielle en réalité, ça serait plutôt un système qui utilise de la data science pour apporter un service intelligent. Donc c'est beaucoup plus large. Donc si tu fais un modèle bayésien, on considère ça comme une forme d'intelligence artificielle. On va prendre une toute dernière question.
de la personne du fond qui a vraiment envie de poser une question depuis tout à l'heure. Désolé. Mais après, on ira tous boire un verre si vous voulez, donc vas-y. En fait, elles se sont multipliées au fur et à mesure où tu parlais. Ah. Donc j'en ai 3. Bon, alors je vais être bref. Hein. La première, c'est sur la gestion de l'organisation interne. Ouais. Ça me fait penser aux organisations apprenantes qui sont utilisées dans les pays nordiques. Du coup, est-ce que c'est une volonté propre ou est-ce que c'est du hasard le fait que tu fonctionnes comme ça? Ça, c'est la première. D'accord. La deuxième, Faut s'en souvenir. le mobile, vu que les données sont embarquées dedans. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont capables de stocker ce qu'il faut, sachant que ce que tu cherches à créer va évoluer en fait, va apprendre. Ouais. Et du coup, la troisième intrinsèque, c'est comme les robots embarqués dans chaque téléphone ou autre support vont être à même d'interagir, notamment par rapport à l'énergie tout à l'heure. Est-ce que justement ça ne rejoint pas un scénario un peu catastrophe d'intelligence artificielle type Terminator? Bon. J'ai noté nordique. Et, ok. Alors, au niveau de l'organisation, je ne savais pas que ça pouvait s'appeler comme ça. Je pense que là, vers nous, on veut tendre, c'est ce qu'en interne, on appelle une organisation fractale. Donc, l'idée, c'est de dire, quand il commence à y avoir trop de friction à l'intérieur d'une équipe, naturellement, cette équipe doit se splitter et ça doit devenir littéralement 2 micro-startups en interne, avec une autonomie quasi complète, avec une vision qui est partagée, évidemment. Et en fait, à la fin, ce que tu te retrouves, c'est avec une espèce d'entreprise où tu es constamment en train de diviser des équipes en plus petits morceaux. Donc du coup, hyper agile, jamais plus que 5-6 personnes dans la même équipe, avec une autonomie et du coup une roadmap un peu indépendante, quoi. Donc on essaye de tendre vers ça. Alors par contre, là, le problème, c'est que là, on est un peu entre deux. 15-20 personnes, c'est hyper bâtard en fait, parce que c'est une taille d'équipe qui est trop grande pour être sur un truc, mais qui est trop petite pour splitter, parce que tu as les mecs qui se retrouvent sur 3 projets en même temps, tu as les mecs tout seuls sur un truc. Donc là, c'est un peu dur. Je t'avoue que c'est vraiment dur à naviguer en ce moment. Je ne suis pas très sûr de. Bon, on a pris un mec super expérimenté pour nous rejoindre, heureusement. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Voilà. Donc ça, c'est pour un truc. Deuxième question, c'était quoi la deuxième question? Le stockage sur les mobiles. Le stockage. Alors la réponse à ça, c'est Database Migration Policy, quoi. Donc en fait, en gros, concrètement, on est toujours obligé, quand on fait une update des modèles, on est obligé d'essayer en fait, de migrer la data de base vers le nouveau format. Ce qui est super complexe sur un téléphone, parce que ça foire une fois sur deux. Vous arrivez là pendant la bêta, on a dû dire aux gens, il faut désinstaller, quoi. Donc ça, c'est des vraies problématiques. Je ne sais pas si ça répond à ta question, c'était ça. Oui, à peu près. Il y a aussi la capacité de stockage en elle-même. Ah ouais, non, ça, c'est pas un problème. Apprendre par soi-même, ça va prendre non. de plus en plus. Ça, c'est pas un problème parce qu'en fait, une fois que ça a été calculé, la data brute, elle est discardée. Par exemple, la géoloc, on traque la géoloc tout le temps, mais on ne garde que le résultat du processing de la géoloc. Donc, en pratique, on va garder un vecteur de 5 endroits où tu as été dans la journée, quoi. Donc, c'est pas énorme. Et ta troisième question, c'était pour l'énergie avec les robots qui vont nous tuer. Alors, je pense qu'il y a énormément de... En fait, il y a une incompréhension fondamentale dans ce que c'est que l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas une intelligence humaine. L'intelligence artificielle, c'est le fait d'avoir été capable, à la limite, si on prend dans la définition que j'imagine que toi tu voulais dire, dans le deep learning and co, c'est une capacité de raisonnement. Donc on a recréé en fait le fait de pouvoir raisonner. Donc c'est littéralement un truc machinal. De dire qu'un humain est limité à sa capacité de raisonnement, c'est quand même vachement réducteur. Donc tant mieux, si jamais on a enfin accepté qu'en tant qu'humain on n'était que des petits trucs dans l'univers, tant mieux, ça va peut-être nous calmer un petit peu sur pas mal de conneries qu'on fait. Mais en pratique, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui garantit qu'une intelligence artificielle qui raisonne comme un humain aura une conscience, et encore moins en fait une conscience humaine. À la limite, si tu la mets dans un corps humain, donc ce qui implique que tu mets l'intelligence artificielle dans un robot qui arrive en fait à reproduire l'intégralité de tous nos sens et la perception qu'on a du monde, donc par exemple des caméras qui sont capables de voir avec une résolution de 10 photons, on n'y est pas encore, tu vois, et qui en plus de ça sont mortels, tu vois, parce que bon, le fait que tu puisses crever finalement c'est vachement important dans tes décisions que tu fais dans ta vie, finalement ça n'aura pas forcément les mêmes réactions aux choses que nous. Et donc le résultat c'est quoi? C'est que même s'ils arrivaient à développer une conscience, elle ne sera certainement pas humaine et peut-être qu'on ne la réalisera même pas comme étant consciente. De la même façon qu'on n'imagine peut-être pas qu'un chien est conscient et qu'un chien ne nous voit peut-être pas comme des êtres conscients. Ça ne veut pas dire qu'on a envie de tuer tous les chiens et que les chiens ont tous envie de le tuer. Je pense que dans le scénario catastrophe,
Le vrai danger, ce n'est pas une intelligence artificielle qui devient autonome et consciente et qui veut se débarrasser de nous. Le vrai danger, c'est quand un humain mal intentionné utilise l'intelligence artificielle comme outil pour décupler par 1 milliard ses facultés de recherche et fabrique une bombe atomique ou une bombe chimique qui zigouille le monde entier. C'est ça le vrai danger. Et s'il y a une chose sur laquelle on doit vachement faire attention aujourd'hui, c'est faire en sorte que personne ne soit capable d'utiliser ces technos à des mauvaises fins. Donc si quelqu'un va nous tuer avec l'intelligence artificielle, honnêtement, ce sera un humain. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Juste, une question par rapport à ce que tu dis. Pour l'open source, justement, est-ce que ça va être complètement open source, ça va être complètement verrouillé ou entre les deux? Clairement, il y a des trucs qu'on est en train de breveter. Donc on a une quinzaine de brevets en cours. Il y a des trucs qu'on va open sourcer. Il y a des choses qu'on va garder comme trade secret. Il y a des choses qu'on va publier dans des conférences. Tout dépend. En fait, à chaque fois qu'on développe un truc, on se pose la question de se dire où est-ce qu'on peut en fait concrètement avoir le meilleur optimum. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de patents? Honnêtement, ce n'est pas du tout pour faire chier. C'est que si on n'a pas de brevet et que quelqu'un en met un sur un truc qu'il a découvert en même temps que nous, on ne peut plus s'en servir. Et c'est quand même ballot de te dire que tu as bossé 1 an à développer un truc, Google met un brevet et tu n'as plus le droit de t'en servir. Alors que tu l'as développé toi, indépendamment. Donc en fait, il faut comprendre que les brevets, c'est aussi une stratégie en fait, de garantie que tu pourras utiliser ta propre techno. L'open source, déjà, c'est évident que tout le tooling qu'on fait il va être open source. Donc on a développé toute une plateforme de data science en interne qui est super. Dans le browser, on peut faire du Python, enfin des trucs un peu cool et tout. Tout ça, on va open sourcer. C'est juste qu'il faut du temps. Faire un projet open source bien, ça prend des ressources. Il faut faire la doc, il faut refactorer le code parce qu'il est un peu dégueu. Enfin, qui va vouloir contribuer à un projet qui est illisible? Donc, tout ça, c'est dans la roadmap. Je pense que notre premier projet open source, il sortira dans quelques mois. Et le NLP, je pense qu'on va l'open sourcer pour une autre raison. C'est que il n'y a pas vraiment d'alternative pour le modèle. Tu vois, et on considère qu'on a suffisamment de valeur ajoutée sur le pipeline complet de processing de la data pour que ce morceau-là de NLP en particulier, qui est un parseur, en l'occurrence là c'est un parseur d'adresse, okay, donc ça détecte une adresse dans une chaîne de caractères. Ça paraît trivial mais c'est vachement chiant. En gros, si tu dis à quelqu'un retrouve-moi place des ternes à la place de là-bas, le parseur il doit comprendre qu'il y en a un c'est un endroit et l'autre c'est pas du tout la même chose. Tu vois. Donc ça je pense qu'on va l'open sourcer. Merci beaucoup, merci Ron d'être venu. Merci à tous d'être venus si nombreux et la soirée continue.